Je m'appelle Madison, et le jour où j'ai vu des policiers passer des menottes en métal froid autour des poignets de ma mère, tandis que je tendais calmement au procureur un enregistreur vocal rempli de ces mensonges chuchotés, j'ai compris ce qu'était la justice. Bienvenue sur la chaîne One Karma Strike. Je suis sorti marcher aujourd'hui, pour prendre l'air. Bouger m'aide vraiment à assimiler des histoires aussi intenses que celle de Madison avant de plonger dans le vif du sujet. D'où vous branchez-vous? Êtes-vous actif ou vous détendez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Revenons à ce matin gris dans le cimetière où le monde de Madison a commencé à basculer. C'était un jeudi matin gris du début du mois d'octobre lorsque je me suis tenue à côté de la tombe de mon mari Julian au cimetière d'Oakwood à Westchester. Et j'avais l'impression que le vent était la seule chose qui se manifestait pour moi. Le prêtre a fermé son livre doucement et m'a demandé si je voulais être seule un moment. J'ai regardé les 3 rangées de chaises pliantes vides. J'y découvrirai plus tard que Stéphanie avait pris l'initiative d'envoyer un avis privé réservé à la famille et à l'entreprise de Julian, en indiquant délibérément la mauvaise heure pour l'enterrement. Elle voulait que je sois isolée, entourée d'un silence qu'elle avait créé, pour que je n'ai d'autre choix que de me tourner vers elle pour trouver du réconfort. Et il n'y avait pas de pas lointain sur le gravier, pas d'arrivée tardive, juste 20 sièges remplis de rien d'autre que d'air froid. Oui, lui ai-je dit. Je suppose que je le suis déjà. Le son de la première pelletée de terre frappant le cercueil de Julian était sourd et définitif. J'ai gardé les yeux secs par pur entêtement clinique. Julian avait l'habitude de me taquiner parce que je pleurais pendant les publicités des compagnies d'assurance. Mais maintenant, en regardant la terre crue, je ne pouvais pas verser une seule larme. Mon cœur ne se brisait pas. Il se durcissait pour devenir un bouclier. Lorsque les ouvriers ont finalement vidé leur pelle, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Stéphanie a répondu à la 4e sonnerie, sa voix était légère, presque aérienne. Je lui ai demandé où tout le monde se trouvait. Il y a eu une pause, un silence qui a duré 3 secondes de trop avant qu'elle ne réponde que chacun fait son deuil à sa manière. Elle m'a dit que mon père ne se sentait pas d'attaque et que ma sœur, Alexa, travaillait à la boutique. Elle m'a dit qu'il ne voulait pas m'encombrer. J'ai regardé les 20 chaises vides et je lui ai dit qu'il ne m'aurait pas entassé. Puis elle a prononcé les mots qui ont tout changé. Elle m'a dit que j'avais toujours été forte et que je n'avais pas besoin de me donner en spectacle. Pour elle, le fait que mon mari depuis 11 ans soit descendu dans le sol n'était qu'un spectacle. Elle m'a dit de rentrer chez moi et de me reposer. Puis elle a raccroché. La tonalité a bourdonné dans mon oreille comme une insulte. Je suis restée là à regarder le nom de Julian, gravé dans le granit frais, et j'ai réalisé que le silence de ma famille était délibéré. En retournant à ma voiture, mes talons ont crissé sur le gravier avec un bruit de verre brisé. À mi-chemin du parking, un texto d'Alexa s'est affiché. Maman m'a dit que l'enterrement s'était bien passé. Et elle disait, appelle-nous plus tard. Tout s'est bien passé? Comme un nettoyage de routine ou une course à l'épicerie. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Cette fois, la colère n'était pas bruyante. Elle était précise. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai regardé l'horloge. Il était exactement 23h51 lorsque je me suis assise à la lourde table de travail en acajou de Julian, dans notre bureau. C'était le dernier endroit où je sentais encore sa force et l'endroit idéal pour commencer mon démantèlement clinique de la famille qui m'avait abandonné. Entre midi et 3h du matin, j'avais fini de cliquer. Julian avait été le principal bienfaiteur du domaine Whitmore pendant des années, finançant les systèmes de sécurité et les comptes partagés que mes parents avaient pris l'habitude de considérer comme les leurs. En tant qu'unique exécuteur testamentaire, ces clés légales étaient désormais à ma disposition. C'est moi qui avais mis en place les comptes d'urgence de la famille. C'est moi qui gérais le coffre-fort commun des Whitmore. En quelques coups froids et méthodiques, j'ai révoqué chaque code d'accès. J'ai retiré Stéphanie, Jeffrey et Alexa des protocoles d'urgence. Je n'agissais pas par dépit. J'effectuais un audit nécessaire. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait en sautant l'enterrement. Ils allaient être choqués par le fait que j'avais cessé de jouer le jeu le lendemain matin. Les murs de verre et les sols en marbre poli du cabinet d'avocat de mon mari semblaient trop propres pour la crasse de mon chagrin. J'ai franchi les portes de Clemens & Rowe, l'air sentant le vernis au citron et le silence coûteux. Je n'étais pas là pour trouver une épaule sur laquelle pleurer. J'étais là pour un bilan. Thomas Garrett se tenait debout lorsque j'entrai, ses cheveux argentés soigneusement peignés. Son expression aussi illisible qu'un contrat.
Julien lui avait confié tous ses secrets, et aujourd'hui, il allait me les confier. Nous avons passé en revue les formulaires de routine, les premières autorisations pour l'enterrement, les papiers d'assurance, les formalités habituelles. Ma signature ressemblait à celle d'un étranger sur la page, mais je n'ai pas laissé ma main trembler. Puis Gareth s'est arrêtée et a fait glisser un épais dossier sur le bureau. Elle m'a dit que Julien avait mis à jour son testament il y a 8 mois, par précaution. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que Julien m'avait tout légué. J'ai attendu les chiffres, m'attendant à un modeste confort. A eu lieu de cela, il a commencé à énumérer les biens, 6 lofts de luxe à Manhattan, générant tous des revenus locatifs de premier ordre, une villa privée dans les Hamptons, entièrement payée, et la société de conseil. Bien sûr, j'ai senti l'air sortir de la pièce. Je pensais que nous étions à l'aise. Mais Gareth m'a dit la vérité. J'étais désormais l'unique propriétaire d'un patrimoine évalué à 8 500 000 $. Le chiffre a frappé le bureau comme un verre qui tombe. Pourquoi Julien ne me l'avait-il pas dit? Gareth m'a expliqué que Julien voulait que je sois en sécurité, complètement en sécurité. Il avait utilisé une phrase qui m'avait fait dresser les poils du bras. S'il m'arrive quoi que ce soit, je veux que Madison soit protégée de tout le monde. De tout le monde. Pas seulement des étrangers, mais des gens qui sont censés être mon sang. Alors que je fixais les documents, un souvenir est apparu, un bilan sombre et clinique de la dernière décennie. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux dans la version Whitmore de la famille. C'est moi qui avais discrètement transféré 50 000 $ pour renflouer les entreprises en faillite de mon père Jeffrey. Tandis qu'il me faisait la leçon sur la responsabilité financière. C'est moi qui ai signé le bail de la boutique d'Alexa alors qu'aucune banque ne voulait s'en occuper. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient mis à découvert pendant une génération. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis retourné dans cette propriété de Westchester après qu'ils m'ont laissé seul dans le cimetière. C'est une question qui hante les survivants des maisons toxiques. J'y suis retourné parce que j'étais piégé par un ensemble de chaînes invisibles. Mon thérapeute l'appellera plus tard l'impuissance apprise, une cage psychologique dans laquelle vous revenez sans cesse à la source de votre douleur parce que vous avez été entraîné à croire qu'il n'y a pas d'autre foyer. J'avais passé 31 ans à essayer de gagner un amour qui était strictement conditionnel. Et ce soir-là, en retournant dans leur couloir parfumé au citron, j'étais toujours à la recherche d'un sanctuaire qui n'existait pas. J'ai signé l'autorisation finale de transfert d'une main froide et ferme. Je n'étais plus la fille en quête d'approbation. J'étais l'unique bénéficiaire d'une forteresse. Gareth m'avait prévenu qu'une telle nouvelle ne resterait pas longtemps silencieuse, et il m'avait conseillé de le consulter avant de prendre toute décision familiale. J'ai rassemblé les papiers dans mon sac et je suis sorti dans le bruit de la ville. Je ne me sentais plus triste. J'avais l'impression d'un bilan enfin réglé. Le soir même, j'ai emménagé dans la propriété de mes parents. La maison sentait exactement la même odeur de nettoyant au citron et de rôti lourd, une odeur qui était autrefois synonyme de sécurité, mais qui sentait désormais l'embuscade. Ma mère avait insisté au téléphone, « Reste un peu avec nous, Madison. Tu ne devrais pas être seule dans cette grande maison. » On aurait dit la compassion d'une mère? Mais je savais maintenant que ce n'était qu'un déménagement stratégique. Je me tenais pieds nus dans le couloir sombre, près de minuit, ma valise toujours à la main, lorsque j'ai entendu leur voix venant de la cuisine. Ma mère, Stéphanie, se tenait près de l'évier, sa silhouette nette et prédatrice sous la lumière suspendue. Mon père, Jeffrey, était assis à la table, les épaules voûtées. Une fois que le médecin l'aura déclaré inapte, nous prendrons le contrôle, a chuchoté ma mère. Mon sang se glaça, mais mon esprit resta clinique. Elle ne saura pas ce qui l'a frappé. Mon père s'est raclé la gorge, sa voix était basse et malaisée. Sommes-nous sûrs que c'est nécessaire, a-t-il demandé. Et ma mère lui a répondu que, bien sûr, c'était nécessaire. Elle a ajouté que j'avais hérité de 6 lofts à Manhattan et que je ne pouvais pas assumer ce genre de responsabilité dans mon état de fragilité. Il savait que la signature d'un médecin ne pouvait pas contourner éternellement un juge. Mais c'était la clé légale dont ils avaient besoin pour une mise en détention psychiatrique d'urgence de 72 heures. Pendant ces 3 jours, alors que je serais enfermé pour ma propre sécurité, ils prévoyaient de demander une mise sous tutelle temporaire. Avant même que je puisse demander un avocat, les serrures de ma vie auraient déjà été changées. Elle est instable, poursuit ma mère. L'instabilité émotionnelle est facile à documenter. Mon cœur s'est écrasé contre mes côtes lorsque j'ai réalisé qu'ils avaient déjà décidé que mon chagrin était un bien à saisir.
Nous commencerons modestement, a ajouté ma mère, d'une voix froidement calme. Juste quelques sédatifs dans son thé. Assez pour qu'elle ait l'air confuse lors de l'évaluation. Elle a mentionné que le docteur Gary comprenait déjà la situation et qu'il leur devait une faveur. J'ai arrêté de respirer. Il ne prévoyait pas de guérison. Il prévoyait un internement d'office dans un asile privé. Il voulait me priver légalement de ma liberté et de l'héritage de mon mari d'un seul coup. Je me suis forcé à reculer silencieusement, à pas calculer. J'ai atteint la chambre d'amis et j'ai fermé la porte sans un bruit. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas laissé la panique s'emparer de moi. J'avais 31 ans, et les personnes qui m'avaient donné la vie étaient en train de discuter du dosage adéquat pour mettre fin à mon indépendance. Et la voix de Julian depuis le cabinet d'avocat résonnait dans ma tête. Je veux que Madison soit protégée de tout le monde. Il ne s'était pas contenté de soupçonner leur cupidité, il avait anticipé leur malveillance. Le lendemain soir, je m'assis à la table, regardant la vapeur s'élever paresseusement d'une tasse de porcelaine que ma mère avait placée devant moi. Bois-le, ma chérie, dit-elle avec la même chaleur répétée. C'est un mélange spécial qui aide à lutter contre le stress. J'y regardais la tasse, sachant qu'elle contenait une double dose des sédatifs dont elle m'avait parlé à voix basse la nuit précédente. Mon père était assis en face de moi, les yeux fixés sur son assiette, incapable de croiser mon regard. J'y portais la tasse à mes lèvres, sentant le poids de leur attente. Ma compassion pour eux avait été une ressource financière qu'ils avaient exploitée à outrance pendant des années, et maintenant ils venaient chercher le principe. Ce n'était pas un dîner de famille, c'était une déclaration finale. J'ai bu une petite gorgée amère, juste assez pour être convaincante, puis j'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai laissé le masque de la veuve instable se mettre en place. Le jeu avait officiellement commencé. Et j'allais m'assurer d'être celle qui le terminerait. Je me suis réveillée alors que la lumière grise du matin frappait le papier peint fleuri de la chambre de mon enfance, mais il n'y avait pas de chaleur. Ma mère était déjà à la porte, ses yeux cherchant les effets de la double dose de sédatif qu'elle m'avait servi la veille. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. J'ai laissé mes yeux se perdre dans le vide et mes paroles se perdre dans un bourdonnement insignifiant. Tout est brumeux, ai-je chuchoté, pressant une main sur ma tempe comme si je n'arrivais pas à trouver les limites de la pièce. J'ai vu la satisfaction poindre dans son regard, une lueur prédatrice qu'elle ne parvenait pas à dissimuler derrière son masque d'inquiétude. Pendant qu'il voyait une veuve brisée. J'organisais l'exposition la plus importante de ma carrière. Je suis conservateur de métier et je sais que les expositions les plus puissantes sont celles qui racontent une histoire sans dire un mot. Dans les moments calmes où il pensait que je faisais la sieste, j'étais dans la salle de bain des invités avec un téléphone secondaire que j'avais gardé caché dans ma trousse à maquillage. Ma mère m'avait gentiment suggéré de garder mon téléphone principal pour éviter que je ne sois submergée par le chagrin, mais elle n'avait pas réalisé que j'avais été là. Femme d'un avocat assez longtemps pour toujours avoir un plan de secours. J'ai contacté Garrett et autorisé l'activation du commutateur d'Edman. Julian l'avait conçu comme un audit médico-légal automatisé, un marteau numérique, qui se déclencherait à la seconde où mon statut médical serait officiellement modifié ou si j'étais hospitalisé sans la supervision directe de Garrett. C'était une police d'assurance contre ceux-là même qui m'apportaient maintenant du thé et une fausse sympathie. À 1h17 du matin, je me suis glissé hors du lit, me déplaçant avec le silence d'une ombre. Le couloir sentait le nettoyant au citron et les vieux mensonges lourds. Je me suis dirigé vers la bouche d'aération juste à l'extérieur de la chambre de mes parents, la grille métallique, froide et mordante contre mes paumes. J'ai dévissé la grille avec précaution, en grimaçant au léger grincement du métal, et j'ai fixé l'enregistreur numérique. Je l'ai fermement fixé à la paroi du conduit avec du ruban adhésif double face, puis j'ai remis la grille en place, les mains aussi fermes que si je manipulais une relique fragile. Depuis ce jour, le carillon de la porte d'entrée résonne dans la maison comme un avertissement. Docteur Gary était arrivé, le médecin de famille qui était prêt à troquer son éthique médicale contre une part de la succession de 8 500 000 $. J'étais à moitié affalé sur le canapé du salon, jouant le rôle de la fille en deuil sous sédatif pendant que le magnétophone enregistrait leurs moindres paroles. La prochaine fois, doublez la dose. J'avais déjà entendu ma mère murmurer lors du premier enregistrement. Maintenant, je capturais le deuxième acte, la coordination avec le médecin pour falsifier mon évaluation. Il croyait que j'étais une marchandise, à liquider, un fardeau ingrat qui ne méritait ni les lofts ni la villa. Mais ils se sont trompés. Ce n'était pas une dépression. C'était une comptabilité impitoyable. Dans ma poche, mon téléphone a vibré une fois.
Un message de Gareth m'informant que l'audit avançait. Ma mère a balayé les cheveux de mon visage d'un geste qui semblait clinique et froid. C'est bon, ma chérie, a-t-elle menti, la voix sirupeuse et épaisse. Nous allons arranger les choses. J'ai laissé ma tête rouler sur le côté, les paupières battantes, et j'ai murmuré un faible merci. Je ne la remerciais pas pour le thé ou les soins. Je la remerciais d'avoir eu l'imprudence de penser que j'étais toujours la même fille qu'il pouvait réduire au silence. Tout est resté silencieux pendant des jours, mais dans ma tête, leurs mots continuaient à faire écho aux chuchotements calculés sur le dosage, aux discussions avides sur les lofts de Manhattan, à la façon clinique dont ils parlaient de mettre fin à ma liberté. J'étais assise dans le bureau de mon musée, l'air sentant le vieux papier et la conservation, tandis que mon ordinateur portable brillait d'un lever de soleil différent, fait de faits, de chiffres et de châtiments silencieux. J'avais reçu les résultats cryptés de l'audit médico-légal. Et tandis que je parcourais les fichiers, la dernière pièce de la façade de ma famille a volé en éclats. Il n'avait pas seulement attendu la mort de Julien pour s'attaquer à ma vie. Il se nourrissait de moi depuis des décennies. L'audit a révélé l'extraction systématique de 1 500 000 $ du fonds d'affectation spéciale de mon enfance, destiné à mon éducation et à ma sécurité, que Stéphanie et Jeffrey ont détourné par le biais d'un réseau complexe de sociétés écrans et de dépenses falsifiées. J'ai ressenti une ironie amère dans mon propre aveuglement. En tant que conservateur, je passe ma vie à vérifier la provenance d'objets vieux de plusieurs siècles, mais je n'avais jamais remis en question la provenance de mon propre héritage. Pendant 26 ans, mon père m'a fourni des relevés annuels officiels sur du faux papier à en tête de la fiducie, faisant état d'une croissance régulière et modeste. Je n'ai pas manqué de regarder. Je ne savais tout simplement pas que je me trouvais devant un chef-d'œuvre de falsification familiale. Toute mon éducation avait été un jeu financier, un investissement à long terme qu'ils avaient liquidé mensonge après mensonge. Je n'étais pas leur fille. J'étais un compte bancaire qu'ils avaient mis à découvert depuis que j'avais 5 ans. Je me suis frotté les yeux en essayant d'invoquer le regret, mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une panne. C'était un bilan. J'ai alors réalisé la profondeur de l'illusion dans laquelle ils avaient vécu, ce que j'appelle aujourd'hui l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Mes parents étaient obsédés par les lofts luxueux de la villa Anton parce qu'ils n'avaient aucune valeur interne sur laquelle s'appuyer. Ils pensaient que le fait de jeter de l'argent à la tête de leurs problèmes les rendait importants. Mais l'audit a prouvé qu'ils étaient en fait en faillite dans tous les sens du terme. Leur statut était un costume qu'ils avaient loué avec mon avenir volé. Ils me considéraient comme une marchandise à gérer car, dans leur monde, les gens n'existent que pour être utilisés ou jetés en fonction de leur valeur marchande actuelle. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais senti comme un fardeau, où je m'étais excusé de leur coûter de l'argent alors qu'ils vivaient secrètement de mon principe. Et ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient exploité jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des faits froids et durs. Et la fille forte qu'ils ne voulaient pas voir à l'enterrement était la même que celle dont ils avaient vidé la confiance. Je ne les ai pas appelés pour hurler et je n'ai pas envoyé de message de colère. J'ai simplement téléchargé l'audit. Je l'ai transmis à Marcus Ruiz au bureau du procureur et je me suis préparé pour la pièce à conviction finale. Ils pensaient qu'ils étaient à une signature de médecin de 8 500 000 $. Ils ne se rendaient pas compte que la trace médico-légale qu'ils avaient laissée derrière eux était sur le point de devenir la preuve qui les enterrerait. Ce soir-là, je suis retourné dans la chambre de mon enfance, jouant une dernière fois le rôle de la veuve confuse et fragile, tandis que mes doigts traçaient les bords de l'enregistreur numérique caché dans ma poche. L'audit était le coup de grâce, et demain j'allais les laisser appuyer sur la gâchette. L'air du salon était épais, comme les moments qui précèdent l'éclatement d'une grosse tempête. Je me suis affalé contre les coussins de velours du canapé, le corps lourd et le regard fixé sur un point dans l'air qui n'existait pas. Ma mère, Stéphanie, était assise sur le bord du fauteuil, les mains serrées. Elle regardait le docteur Gary sortir une planchette à pince de son sac en cuir. Il s'est agenouillé à côté de moi, la lampe stylo qu'il tenait à la main perçant la pénombre de la pièce. Et elle m'a demandé en quelle année nous étions, et j'ai fait une pause, laissant mes paupières flotter. 2026, ai-je murmuré, même si je connaissais parfaitement la date. Je lui ai dit que nous étions en mars. En réalité, nous étions en octobre. Mon père, Jeffrey, faisait les 100 pas sur le périmètre du tapis, ses pas étant un bruit sourd, nerveux et rythmé. Il a dit au médecin que mon état se détériorait rapidement. Docteur, a acquiescé Gary.
Son expression s'est soigneusement arrangée en un masque de préoccupation professionnelle et il a commencé à remplir les papiers, le certificat d'incapacité temporaire et la recommandation de mise sous tutelle financière. Stéphanie se pencha en avant, les yeux brillants d'une joie prédatrice qu'elle ne pouvait réprimer. Elle mesurait déjà mentalement les fenêtres de mes lofts de Manhattan, calculant la valeur de 8 500 000 $. Elle a demandé si c'était suffisant. Docteur, a répondu Gary à voix basse, compte tenu de mon récent deuil et de la confusion observable. J'ai laissé ma tête rouler sur le côté et j'ai demandé à ma mère de m'aider. Elle m'a caressé les cheveux, son toucher ressemblant à de la glace. Elle m'a dit qu'elle s'occupait de tout. Puis, le bruit du stylo du docteur Gary grattant le bas du formulaire a rempli la pièce comme un coup de feu. C'était le moment. Je me suis redressée. Le brouillard s'est dissipé de mes yeux et la faiblesse de ma posture a disparu. Et la pièce est devenue étrangement silencieuse lorsque j'ai regardé directement le docteur Gary et lui ai dit que sa licence médicale était sur le point de devenir un artefact historique. Ma mère a sursauté, portant la main à sa poitrine dans un geste théâtral de choc. « Tu nous as piégés », s'est-elle écriée. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti l'enregistreur numérique. J'ai appuyé sur play. La pièce s'est soudain remplie de sa propre voix, claire et froide, discutant de la double dose de sédatifs d'en monter et de la façon dont elle prendrait le contrôle une fois que le médecin m'aurait déclaré inapte. Mon père s'est figé au milieu d'un pas, son visage se vidant de ses couleurs. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, les mains en évidence. L'ordre a résonné dans toute la maison. Les officiers en uniforme sont entrés les premiers, suivis par Garrett et Marcus Ruiz du bureau du procureur. Docteur, Gary s'est levé d'un bond, mais Daniel a été plus rapide. L'informant qu'il était détenu pour conspiration en vue de commettre une fraude médicale. Daniel s'est tourné vers mes parents et leur a annoncé qu'ils étaient en état d'arrestation pour tentative de mise sous tutelle illégale, conspiration en vue d'administrer des substances contrôlées sans consentement et fraude. Le clic des menottes métalliques autour des poignets de Stéphanie fut le plus beau son que j'avais entendu depuis des années. Elle m'a regardé, les yeux embrasés par un mélange de haine et de terreur, et m'a dit que je le regretterais. J'ai croisé son regard sans ciller. Je lui ai dit que je ne le regretterais pas. Mon père m'a regardé pendant que l'officier lui attachait les poignets, son visage s'est effondré sous l'effet d'une incrédulité soudaine et pathétique. Il m'a dit que j'aurais pu leur parler. Je lui ai rappelé que j'avais essayé de leur parler au cimetière, mais qu'ils n'étaient pas venus. Je leur ai dit à tous les deux que j'avais demandé un père et une mère, mais qu'ils avaient choisi d'être des prédateurs à la place. Alors qu'ils étaient conduits vers les lumières rouges et bleues clignotantes qui peignaient la nuit de Westchester, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement protégé mon héritage, mais que je m'étais finalement protégé moi-même. 2 semaines après les arrestations, je me tenais pieds nus sur la terrasse de la villa des Hamptons, regardant l'Atlantique arriver comme s'il avait tout son temps. La procédure judiciaire avait commencé rapidement. Des accusations ont été portées, des licences médicales ont été suspendues et des dates de procès ont été fixées. Je n'ai pas assisté à l'audience préliminaire parce que je n'avais pas besoin de les revoir sitôt. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises tranquillement et j'ai quitté la maison de mes parents avec une seule valise et aucun regret. Et la villa était plus petite que dans mes souvenirs, avec des volets blancs et de larges fenêtres donnant sur l'océan. Julian avait toujours dit que ce serait l'endroit où nous vivrions un jour, et je suppose que ce jour est arrivé différemment de ce que nous avions prévu. Alors que le ciel se teintait d'or, puis de violet, j'ai réalisé que le chagrin n'avait plus l'air de m'étouffer. Je me sentais propre. Je n'étais pas un bien à gérer, pas plus que l'héritage de mon mari. L'affaire s'est déroulée rapidement, car les enregistrements ne mentent pas et les traces écrites n'oublient pas, docteur. Gary a perdu sa licence de façon permanente. Mes parents, Jeffrey et Stéphanie, ont fini par accepter un accord qui prévoyait une mise à l'épreuve. De lourdes amendes et des restrictions permanentes les empêchant de demander à nouveau une mise sous tutelle. Ma sœur Alexa a déménagé hors de l'État et nous n'échangeons plus que des textes brefs et prudents. Certains ponts brûlent discrètement et j'ai choisi de ne pas les reconstruire. Au lieu de cela, j'ai utilisé mes ressources pour construire quelque chose d'important. L'un des lofts de Manhattan abrite aujourd'hui le centre de ressources Julian Harper, un lieu d'accueil pour les femmes confrontées à la coercition financière et aux abus juridiques. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à une trahison. J'avais reconnu un modèle. Aujourd'hui, je consacre mon temps à enseigner aux autres la sensibilisation juridique et le pouvoir de l'effet de levier.
Je me suis rendu compte qu'il n'est pas nécessaire d'être nombreux pour reprendre son pouvoir. Il suffit d'être clair. Pour ceux d'entre vous qui ont toujours eu l'impression d'être en marge ou de ne pas correspondre à l'image parfaite de leur famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et la famille est un choix que nous faisons chaque jour, par un contrat d'esclave signé dans le sang. Il y a un an, je me tenais à côté d'une tombe en pensant que j'avais tout perdu. Mais la perte ne vous efface pas, elle vous révèle. L'absence de mon mari n'est plus une blessure ouverte. Elle est le fondement de la femme que je suis devenue. Je suis toujours elle. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fais pas que survivre, je recommence. Et si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous a sous-estimé? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. D'où regardez-vous? Rappelons-nous les uns aux autres que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Partagez ceci si vous croyez que la justice, même tardive, trouve toujours le chemin du retour. 2, 3. Instantly takes over your mind. Instantly takes over your mind. Just let it happen. Okay, hold still. Look at my hands. Slow. Like that. Just relax.